assez de détails, mais je vais me faire fort. Parce que ce monsieur, c'est notre Mwazoulou Diabanza. Mwazoulou Diabanza. Il est le président d'une plateforme de mouvement panafricain en Europe, dans la diaspora. Cette plateforme-là, c'est le nom Unité, Dignité et Courage. Aujourd'hui, c'est à lui que revient cette tribune. Vous avez dû entendre, à un moment donné en Europe, un certain monsieur du nom de Mangou Philippe rasant les murs pour se rendre à la haine, pour se faire enregistrer, pour témoigner comme le président Laurent Gbagbo. Il a été cueilli. Eh bien, cette action a été portée par un homme. C'est ce monsieur. Mwazoulou Diabanza. Mwazoulou. On dit de te lever, vont te voir. Mwazoulou. Mwazoulou. Il est en procès contre l'État français. Il est en procès contre l'État français. Pour toutes ces actions qui se font, je vais vous présenter et vous donner le frère Mwazoulou Diabanza. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour cette disponibilité dont vous faites montre et cet accueil ô combien chaleureux depuis que j'ai mis mes pieds sur cette terre hospitalière de la Côte d'Ivoire. Mes premiers mots iront d'abord à tous ces jeunes, ses parents et à tout ce peuple africain de la Côte d'Ivoire tombé sous les balles de la barbarie et de la cruauté de l'armée coloniale française. Mes pensées iront à tous ceux qui ont offert leur poitrine parce qu'ils ont cru notamment à la notion de la souveraineté de notre mère patrie d'Afrique et de la liberté du peuple africain de partout dans le monde. Hommage à tous ces Africains victimes, à tous ces Africains qui à un moment donné se sont engagés pour la liberté de notre mère patrie l'Afrique. Hommage à tous ces grands et illustres Africains, ceux qui nous ont précédés dans ces combats de la libération de notre mère patrie l'Afrique et qui sont tombés justement pour qu'aujourd'hui nous ne puissions pas nous dévier de ce qui en est de notre responsabilité. Frantz Fanon disait que chaque génération doit avoir l'opacité de découvrir quelle est sa mission, quitte à elle de la trahir et de l'accomplir. Nous avons choisi d'accomplir cette mission, raison pour laquelle nous nous sommes greffés dans cette dynamique et dans ces vents déclenchés par les camarades président Gbagbo pour nous conduire vers la souveraineté de notre mère patrie l'Afrique. Ces combats justement, comme l'avait si bien résumé lors de cette séance de travail que nous avions eu avec les camarades que c'est un combat qui ne souffre d'aucune ruse, d'aucune tricherie, d'aucun mensonge. Et dans ces combats, on ne distribue non plus de roses. Quand on s'engage, on s'attend à tout, parce qu'on sait qu'à chaque moment, tout peut arriver. Et je me suis engagé depuis belle lurette dans ces combats parce que dans mon esprit et dans mon âme, je suis résolument convaincu que tous les hommes sur terre, disposent des qualités et des capacités pour répondre aux défis auxquels ils font face dans leur environnement indirect comme dans leur environnement direct. Et je n'ai jamais accepté l'idée selon laquelle notre peuple doit réfléchir à la place des autres et venir imposer aux autres la voie à suivre pour leur bonheur ou pour leur développement. Lorsque je me suis aussi engagé dans cette lutte, c'est parce que dans la trame historique de ce combat que le peuple noir est en train de mener partout sur la planète Terre, il y a eu à un moment donné Napoléon Bonaparte.
Et Napoléon Bonaparte disait que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas parce que les nègres sont incultes, ce n'est pas parce que les nègres ne sont pas intelligents ou ne sont pas civilisés, mais c'est justement parce que je vais stopper la marche de l'homme noir vers l'avant sur cette planète Terre. Et lorsque l'armée française, qui est l'héritage institutionnel militaire par excellence de Napoléon Bonaparte, est rentrée en conflit contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'était pour stopper la marche de l'homme noir et de l'homme africain vers sa souveraineté. Parce que cette souveraineté de la Côte d'Ivoire allait indubitablement entraîner la souveraineté de toute notre mère patrie, l'Afrique. Lorsque nous avons vu certains États vers les années 60, 57 et 60 devenir indépendants, rencontrer ou gagner leur indépendance, nous avons vu que cela avait directement entraîné tous les pays africains vers la voie de l'indépendance. Alors dans notre mouvement, dans notre organisation, avec tous les camarades panafricains, nous avions unanimement décidé que dans ce combat de la lutte pour la libération de notre mère patrie d'Afrique, en ce temps, il y a une priorité. Et cette priorité était notamment la libération de tous les prisonniers politiques et par-dessus tout du trio de tête, notamment le camarade président Laurent Gbagbo, son ministre Charles Bouboué et la première dame, Madame Simone Olivier Gbagbo. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés contre vos et marées, parce que comme vous le savez, il y a eu une bulle médiatique qui a été déferlée sur l'espace international. Et dans cette bulle, on a peur le président Gbagbo et tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, choisissaient la voie de l'homme, de l'autodétermination politique, de l'autodétermination administrative et de l'autodétermination économique. Et nous avions compris que ce qui s'est passé autrefois en Afrique se passera en 7 ans. Gbagbo Laurent disait à un moment donné que au XXIe siècle, dans ce XXIe siècle-là, la voix de l'Afrique deviendra prépondérante dans les affaires du monde. Quand on dit que la voix de l'Afrique deviendra prépondérante dans les affaires du monde, c'est-à-dire que la voix de l'Afrique sera écoutée. Les réflexions de l'Afrique seront admises ou seront débattues par rapport à nos réflexions à nous. Et les propositions de l'Afrique seront acceptées. Mais lorsque les ennemis de l'humanité sont rentrés en contradiction avec cette voie, il était de notre devoir, jeunes Africains, partout où on était, de pouvoir référer les rangs. De pouvoir référer les rangs pour emprunter ce chemin tous ensemble et aller justement vers la libération de notre peuple, la libération de notre mère patrie l'Afrique et atteindre cette souveraineté pour laquelle beaucoup d'entre nous sont tombés. Et lorsque je suis arrivé ici à Côte d'Ivoire, les yeux de l'Africain ont vu 2 autoroutes. J'ai vu 2 autoroutes quand je suis arrivé. La première autoroute se trouvait sur la gauche, d'où se lève toujours le soleil. La deuxième autoroute se trouvait sur ma droite, d'où se couche toujours le soleil. Et j'ai compris, j'ai voulu savoir et analyser ces 2 autoroutes. Sur la première autoroute, il y a 2 voies, l'aller et retour. La voie aller est une voie qui conduit vers le palais présidentiel ivoirien par la voie démocratique et pacifique, par la voie des gens. Et la voie retour, cette voie de retour permet d'en sortir par des voies démocratiques et pacifiques. Tandis que dans notre autoroute, la voie d'aller permet de rentrer par le palais présidentiel par des armes et des artifices de tricherie. Et l'autre voie de retour permet de sortir toutes les richesses de la Côte d'Ivoire et par ricochet de notre mère patrie l'Afrique vers notre cieux. Alors quand j'ai remarqué les 2 autoroutes, j'ai voulu savoir quel est le panneau de direction d'indication pour que je prenne moi l'autoroute que je devais prendre. Et justement, j'ai regardé sur le panneau indicatif de ce qui était l'autoroute de la droite. Sur ce panneau indicatif était écrit Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai regardé sur le panneau gauche, il était écrit Gbagbo Laurent. Alors quand je suis arrivé, j'ai compris que Gbagbo Laurent était le panneau de la direction qui montre la voie vers cette autoroute qui conduit vers l'accès aux responsabilités politiques par la voie pacifique et démocratique. Et cette autoroute, j'ai compris que c'était l'autoroute de la dignité, c'était l'autoroute de la souveraineté. Parce que cette autoroute, sur le chéquier de la planète ou sur le chéquier de notre mère patrie l'Afrique, cette autoroute se traduit par ce qu'on appelle le chemin de l'Afrique. Et mes chers camarades, le chemin de l'Afrique
Sur le chemin de l'Afrique, quand vous l'empruntez, c'est sur ce chemin de l'Afrique que Georges le cadavre de Patrice Lumumba. C'est sur ce chemin de l'Afrique que Georges le cadavre de Barthélemy Boganda. C'est sur ce chemin de l'Afrique que Georges le cadavre de l'illustre et regretté Thomas Sankara. Et sur ce chemin de l'Afrique, on voit les stigmates de tous ces cours, de toutes ces balles, de toutes ces tueries, de tous ces bombardements qui ont été venus, par exemple, dans le palais présidentiel ici au Côte d'Ivoire. Et c'est sur ce chemin de l'Afrique que l'on voit le sang couler de toute cette jeunesse africaine qui d'ici et là milite et lutte pour son autonomie, pour sa libération, pour sa liberté, pour son autodétermination politique, économique et administrative. Alors j'ai décidé d'emprunter le chemin de l'Afrique. En empruntant ce chemin de l'Afrique ici en Côte d'Ivoire, j'ai emprunté cette autoroute de la voie pacifique et démocratique. C'est la raison pour laquelle je vous ai croisé. Parce que justement vous êtes avec moi dans cette autoroute que nous avons tous emprunté, cette autoroute ensemble depuis le chemin de l'Afrique. Alors ce chemin, comme je disais, il y a des cadavres de certains d'entre nous qui changent ce chemin. Certains d'entre nous qui sont coulés et le sang qui a coulé sur ce chemin. Et je suis venu justement vous dire que lorsque Patrice Lumumba est tombé, la jeunesse congolaise est tombée, s'est pliée avec, et l'Afrique tout entière s'est pliée avec. Mais lorsque Gbagbo Laurent a été déporté de la Côte d'Ivoire vers la Haye, la jeunesse ivoirienne est restée debout. Elle est restée résolument debout et engagée dans ce combat pour la souveraineté. Et c'est un grand service que vous avez rendu à l'Afrique tout entière. C'est un grand service que vous avez rendu à l'humanité parce que de mes yeux, aujourd'hui je considère Gbagbo Laurent comme le patrimoine immatériel et politique de l'humanité. L'humanité entière doit s'inspirer de cet homme. L'humanité entière doit s'inspirer de ce qu'il a posé comme acte. Parce que hier, quand on avait engagé nous, notre première marche, notre première manifestation pacifique, lorsque notre organisation Unité d'Unité Courage avait lancé son mouvement, nous sommes partis sur le 8 mai. Le 8 mai 2015, c'était la première marche. Et cette marche-là a appelé au départ des armées françaises et des armées étrangères sur l'ensemble du territoire africain et la fermeture de leurs bases militaires. Nous avions engagé ce combat à Paris même. Parce que c'est là qu'il y avait ces institutions qui décidaient sur ces questions. Beaucoup nous ont dit qu'il fallait laisser tomber. Beaucoup nous ont dit que vous allez en mourir. Mais nous avons tenu cap. Nous avons décidé de mener ce combat. Parce que nous avions lancé deux grandes mobilisations, deux grandes manifestations. L'autre, c'était le 31 octobre 2015, qui nous a conduit à Chamalières. À Chamalières, où se trouve même l'unité de production de la monnaie coloniale du franc CFA. D'où nous sommes allés dans cette banque, où nous avions cassé la banque de la porte, le portail de la Banque de France, mais aussi brûlé toutes les coupures de la monnaie coloniale du franc CFA. Parce que c'était notre détermination de pouvoir toucher le pilier sur lequel repose la maison coloniale. Et c'était cette démarche. Quand nous nous sommes engagés dans ce combat pour la fermeture de bases militaires françaises ici et le départ de toutes ces armées de notre mère patrie l'Afrique, nous nous sommes inscrits dans cette détermination que la jeunesse ivoirienne avait démontrée devant le Côte d'Ivoire. Parce que ce jour-là, l'humanité avait découvert ceux d'entre nous qui doutaient encore. Nous sommes ensemble parce que nous battons justement partout. Nous allons partout dans la conscientisation, dans la sensibilisation, dans la mobilisation, justement pour en arriver à cette souveraineté. Parce que cette souveraineté, elle sera pour nous d'abord intellectuelle. Raison pour laquelle j'ai fort aimé quand on m'a dit que ce Parlement et cet espace, c'est le Parlement de la réflexion. Parce que c'est ça la première des souverainetés, cette capacité qu'on aura à réfléchir par nous-mêmes pour résoudre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et cette capacité qu'on aura à imposer nos réflexions, aux autres, pour qu'ils comprennent que nous, le peuple d'Afrique, nous sommes matures, nous avons la capacité de proposer ce que nous pouvons tel que nous l'avons conçu. Et cette souveraineté, elle sera monétaire. Elle sera monétaire parce que vous savez, les situations dans lesquelles on nous a placés avec ce mécanisme à tomber mafieux de la monnaie du franc CFA. Et cette souveraineté, elle sera aussi sécuritaire et militaire, notamment avec la capacité qu'auront les pays africains de récupérer nos politiques, l'ensemble de nos politiques de défense et de sécurité, et pour en assumer le leadership. Ainsi, nous aurons empêché à toutes ces armées de jouer ce rôle aujourd'hui qu'ils sont en train de jouer, de déstabilisateurs de nos États. Combien de vies humaines sont-elles parties? Combien de vies humaines ont-elles été fauchées? Combien de vies humaines? Parce que justement c'est à travers ce combat que nous allons dénicher qui sont ces ennemis de l'Afrique. Parce que ces ennemis de l'Afrique, c'est ceux qui nous disent que l'armée française peut rester veiller à notre sécurité et sécuriser nos institutions. Ces ennemis de l'Afrique, ce sont ceux-là même là. Ceux-là qui nous disent
Ce sont ceux-là qui nous disent qu'avec la monnaie coloniale du franc CFA, c'est la stabilité monétaire, c'est la stabilité, et que la Côte d'Ivoire aurait traversé une crise pendant des décennies, mais la monnaie ou l'économie ivoirienne est restée forte et stable. Tous ces artifices et tous ces mensonges économico-financiers vont être balayés. Et elles seront que balayés si on arrive à accéder à cette souveraineté. Raison pour laquelle nous sommes résolument engagés à vos côtés et que nous sommes résolument engagés, déterminés dans l'arrivée à cette souveraineté. Et vous devez comprendre que pour moi, j'ai souvent l'habitude de dire c'est un sacerdoce. On n'abandonne jamais ce combat. Le camarade Kwa Justin me disait la différence fondamentale qui existe entre ce combat et le combat de la conquête du pouvoir. Parce que dans le combat de la conquête du pouvoir, Machiavel a donné la solution. La fin justifie les moyens. Mais dans ce combat, c'est un combat qui est accompagné de la dignité, qui refuse la ruse, qui refuse la tricherie. Et c'est justement dans ce combat dans lequel nous nous sommes engagés. Dans ce manifeste, on a établi 14 points, parmi lesquels je vous disais le départ des armées étrangères, et en particulier de l'armée française et la fermeture de toutes ses bases militaires. Il y a la question monétaire du franc CFA. Il y a la question des APE, de tous ces accords multilatéraux et bilatéraux qui ont été signés, imposés à nos États, et qui aujourd'hui se transforment en des mécanismes d'endettement des pays africains. Il y a aussi la plaie de l'immigration que je considère comme une forme d'hémorragie. Parce que justement les politiques monétaires et les politiques financières qui sont imposées à l'Afrique font en sorte que nous sommes dans l'incapacité totale de résoudre même les problèmes les plus banals ici en Afrique. Et c'est ce qui pousse toute la jeunesse africaine vers l'immigration. Notre jeunesse, notre énergie et nos intelligences, c'est justement ça qui doit servir à construire et à bâtir l'Afrique. Mais à combien la plus forte raison, aujourd'hui toute la jeunesse s'en va vers l'Occident. Il y a cette question-là. Il y a une question aussi qui est aujourd'hui une question capitale qui échappe à beaucoup d'entre nous. C'est la question aujourd'hui d'un organisme qu'on appelle l'OADA, l'organisme d'harmonisation de droit des affaires ici en Afrique. Cet organisme regroupe au moins 17 pays francophones. Et dans cet organisme, ils ont mis en place un mécanisme qui consiste à construire des universités dans des pays tels que le Maroc, la Tunisie, et j'en passe. Et on déniche des étudiants ici en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, Burkina Faso et dans l'ensemble des pays de la zone franc. Et une fois ces étudiants dénichés ici, ils sont envoyés vers les hautes études françaises, mais pas en France, notamment là-bas, Maroc, Tunisie et Congo. Et quand ils arrivent là-bas, ils choisissent des filiales, l'ingénierie, la communication, ou je ne sais quoi, mais ces filiales-là ne répondent pas aux besoins immédiats, et je dirais même à court ou à long terme de nos économies, mais ils répondent aux besoins du marché. Et ils aménagent ainsi le terrain pour les investisseurs européens et occidentaux, au détriment des investisseurs locaux, au détriment de toute initiative privée ou étatique émanant des États africains. Voilà ce mécanisme-là de l'OADA qui fait aujourd'hui que la plupart de nos jeunes, une fois qu'ils sortent de ces universités-là, on ne comprend guère comment est-ce qu'ils ne sachent à aucun moment défendre les intérêts fondamentaux de nos États. Justement parce qu'il y a une forme de lobotomisation qui a été faite et de lavage des cerveaux par rapport à leur formation académique. Voilà ces genres de fléaux aujourd'hui qui sont en train de paralyser le vrai sens du mot qu'on appelle émergence. Le vrai sens du mot qu'on appelle émergence. Parce que cette émergence-là doit d'abord être la capacité de l'audit que les États et la classe, je dirais l'élite intellectuelle africaine doit arriver à faire. Cet audit-là de poser de bonnes questions et de savoir où on va toucher, quelles sont nos priorités. Mais avec ces mécanismes-là de l'OADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires ici en Afrique, on nous oblige d'aller vers ces mécanismes-là et de privilégier, de consolider ce qu'ils appellent eux-mêmes, ce qu'ils appellent de consolider le privilège économique de la France et de l'Europe ici en Afrique, au détriment de nous autres. À chaque fois que l'Europe a proposé des solutions, ça n'a jamais résolu les problèmes fondamentaux de notre mère patrie, l'Afrique. Rappelez-vous encore pour nos aînés qui savent ces questions. Vers les années 70-80, ils ont amené le développement économique autocentré. Avec le développement économique autocentré,
C'était à nous de faire des choix, de priorités et tout, mais des choix qu'eux ils proposent, déjà la panoplie de choix, et nous on choisit dans cette panoplie quel est le choix à faire. Et c'est eux qui devaient financer. Ça nous a paralysés. Ils sont venus avec le programme de redressement économique. Ça a endetté les pays africains. Et lorsqu'ils sont venus avec ce mécanisme-là, de programme d'ajustement et de réajustement structurel, toutes les économies africaines ont été paralysées. La décomposition même des États, de la fonction publique, justement parce qu'ils savaient qu'en ça, ils allaient nous étouffer et nous précipiter au fond du gouffre économique. Récemment, il y a la directrice du Fonds monétaire international. Je pense qu'elle est de la Banque mondiale du Fonds, Christine Lagarde. Du Fonds monétaire international. Quand elle est venue ici en Afrique, elle fait sa tournée, elle dit que notre premier effort sera de contrôler toute cette économie informelle en Afrique et d'augmenter le taux de bancarisation de la population africaine. Voici la clé de la destruction de tout ce qu'on a pu faire jusque-là. Parce que quand les fonctions publiques africaines ont été détruites, quand les services de l'État de base même ont été détruits, c'est justement nos mamans, quand ils ont serré leur pagne, ils sont rentrés dans le commerce, qu'ils ont su tenir face à cette agression économique. Ils ont su tenir face à cette monstruosité financière et économique des institutions de Bretton Woods. Et aujourd'hui, ils veulent canaliser tout ça, c'est-à-dire contrôler tous ces gens qui doivent être sous leur coupole et qui doivent être sous leur responsabilité. Et nous envoyer là-bas vers leur banque, justement pour nous faire des mécanismes de désendettement individuels, comme on a fait les mécanismes de désendettement étatiques. Voilà l'ensemble de ces questions qui sont abordées dans notre manifeste. Et il y a un point crucial, je pense que j'aurai à développer ça avec la société civile. C'est un point aujourd'hui, je pose ça sur la table, tout un chacun. Je pense que je suis dans un cadre de réflexion, tout un chacun d'aller réfléchir sur ces questions. C'est la question de l'exploitation et de la surexploitation de nos matières premières. Depuis l'exploitation et la surexploitation de nos matières premières ont commencé, jamais, je dis bien jamais, nous, le peuple africain, nous n'avions bénéficié de ces retombées économiques et financières. Aucun d'entre nous n'a eu la bénédiction de bénéficier de retombées du pétrole ivoirien dans sa poche. Jamais. Ça nous a